Mesdames et messieurs, bienvenue à notre premier épisode de La Zone Bleue. La Zone Bleue est une série créée pour vous aider à mieux connaître les députés conservateurs du Québec. Nous allons parler de leur cheminement politique, professionnel et personnel. Je m'appelle Pierre Paulus, je suis le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Bienvenue dans La Zone Bleue. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon collègue, mon ami, un homme d'affaires, le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bienvenue, Bernard. Merci d'être avec nous. Bonjour, Pierre. Salut. Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, Bernard, j'aimerais que tu nous parles un peu. On sait que tu es un homme d'affaires, tu es propriétaire de l'entreprise Bar 132, tu as 7 places d'affaires au Québec, l'entreprise a une quarantaine d'employés, mais tu as également été le maire de la Pocatière de 2005 à 2009. En 2009, c'est exactement Et ça. en 2009, tu as décidé de te lancer en politique fédérale. Tu as eu une expérience qui a duré 1 an et demi. Tu es revenu en 2015. Parle-nous un peu de ton cheminement qui t'a amené à être député fédéral. Merci, Pierre. Alors, je vais reculer un petit peu. Comme tu dis, j'étais un homme d'affaires et en 2005, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant que j'étais très dynamique dans ma communauté parce que je viens de la Pocatière, je suis natif de la Pocatière. Et ils m'ont dit, on aimerait ça que tu sois notre maire. Alors, j'ai réfléchi, je suis allé voir mon associé, mon épouse, etc. Et tout le monde a dit, OK, on peut essayer. Alors, j'ai posé une condition, juste une. 15 ans ou 10 ans avant M. Trudeau, je voulais avoir un comité paritaire homme-femme. Alors, ce qu'on a trouvé, 3 hommes, 3 femmes qui formaient pour les former l'équipe. Et on a été élus par acclamation parce qu'il n'y a pas eu d'élection, parce qu'on avait vraiment une équipe très, très forte. Et donc, on a fait un mandat de 4 ans, 2005 à 2009, où on a fait de multiples projets, dont un aréna, le Centre Bombardier à la Pocatière. C'est un projet de 13 millions. C'est quand même un gros projet pour une petite ville de 4 500 personnes. Donc, on en est très fiers encore aujourd'hui parce que ça coûterait peut-être 35-40 pour le faire aujourd'hui. Alors, je suis arrivé, puis là, est arrivée une élection. Il y a une élection 2008, est arrivée une élection générale au Canada. Et le député Paul Crête, à l'époque, pour ne pas le nommer, député bloquiste, qui était là depuis 16 ans, a décidé de démissionner pour aller, après 6 mois, qu'après l'élection, j'ai pris 6 mois, recréer une élection partielle dans mon comté. Et c'est là où j'ai décidé de faire le saut en politique fédérale. Et, bon, comme tu disais, j'ai été élu dans la partielle 2009, en novembre 2009, par à peu près 1500 voix. Là. Okay. Je me souviens, j'étais à Rivière-du-Loup ce soir-là avec Stephen Blaney à l'époque. Oui, effectivement. Puis, je me souviens de ta victoire. Mais là, on a eu une élection générale en 2011 parce que c'est un gouvernement minoritaire. L'élection générale en 2011. Là, il est arrivé... Qu'est-ce qui est arrivé en 2011? En fait, il est arrivé que... évidemment, la soirée du vote, les votes ont été dévoilés très tard, d'ailleurs, en soirée. Et on m'a appris que je gagnais par 110 voix. Alors, j'étais évidemment tout heureux. Le lendemain, les journaux avec ma famille, les bras en l'air, etc. Et à 5 heures le lendemain après-midi, la directrice générale des élections nous appelle pour nous dire que finalement, je ne gagne pas par 110, mais que je perds par 5. Alors, par 5 voix. Alors, ça a été tout un choc, je peux le dire. Et puis, on est parti dans un recomptage automatique par Élections Canada qui a fait en sorte que, quelques semaines plus tard, j'ai perdu l'élection par 9 votes. Alors, quand on dit que chaque vote compte dans une élection... Exactement. Je me souviens très bien à l'époque, Bernard, que tu nous avais dit que tu avais des amis qui t'avaient dit « Ah, je sais que tu vas gagner, Bernard, il n'y a pas de problème, on n'est pas allé voter. » Fait que ces gens-là sont mordus les doigts après. Mais il reste que tu es revenu, tu as compris, je pense, que dans le fond, une élection, c'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours qu'on travaille. Puis en 2015, tu as été réélu fortement et par la suite, 2019-2021. En fait, il faut faire attention. Je veux juste revenir sur 2011, c'est que ça a été une grande, grande leçon d'humilité. On pense des fois à tort, les députés ou les gens qui veulent se présenter en politique, on est très connus. Dans nos milieux, souvent, on est connus, mais en dehors de nos milieux, on n'est pas si connus que ça. Et donc, moi, je l'ai eu comme en pleine face, comme il faut. Et j'avais voyagé beaucoup dans l'année et demie où je n'étais pas autant dans mon comté qu'il aurait fallu. D'ailleurs, j'ai tellement appris la leçon que depuis 2015, depuis que je suis été réélu en 2015, j'ai presque pas voyagé. J'ai voyagé dans mon comté, qui est très grand par ailleurs. Mais pour répondre à ta question, j'ai gagné par 269 voix. Et on a eu un autre recomptage. D'ailleurs, je suis probablement un des seuls, sinon le seul député canadien qui a eu 2 recomptages de suite. Alors, c'est encore un moment très, très stressant. Et j'ai gagné finalement par 272.
3 votes de plus à mon avantage. C'est bon. Donc là, tu es bien en selle, tu travailles fort et effectivement, on te voit sur ton Facebook, tu es partout dans ta circonscription avec tes citoyens. Mais là, j'aimerais qu'on parle de ton travail ici à Ottawa. Oui. Actuellement, tu fais partie, il y a des comités à la Chambre des communes. Oui. Les gens souvent vont nous voir à la période des questions, dans les nouvelles. C'est plus l'image que les gens ont du travail de député fédéral, mais il reste qu'ici à Ottawa, il y a énormément de comités. Donc, tu fais partie de 2, celui des langues officielles et le comité industrie. Oui. J'aimerais que tu me parles de celui de l'industrie en premier. Quels sont les défis? Qu'est-ce qui te motive dans ce comité-là? En fait, si tu me permets, je vais ajouter que je suis aussi président du Caucus du Québec. En plus, c'est vrai. Qui est élu par mes pairs, donc toi et tous les autres. On est 9 actuellement aux députés conservateurs au Québec. Donc, depuis 2015, depuis mon retour, j'ai été élu par mes pairs comme président du Caucus. J'en suis très fier et je suis très heureux de faire ce rôle-là. Pour les comités, bien, comité de langue officielle, j'ai presque été toujours sur le comité de langue officielle. Ça fait 9 ans et demi que je suis député et pratiquement toujours été sur ce comité-là. Comité qui est important parce qu'on parle évidemment de l'anglais au Québec, mais particulièrement du français à travers le Canada, donc les francophones en situation minoritaire partout au Canada. Et on a adopté au mois de juin dernier, on a collaboré de façon importante à l'adoption du C13, donc la nouvelle loi sur les langues officielles. Donc, on va continuer à travailler sur ça. Évidemment, en étant homme d'affaires, tu comprendras que le comité de l'industrie, pour moi, est un comité particulier parce que l'industrie, le comité de l'industrie gère ou applique des lois ou fait des lois pour gérer l'ensemble de la concurrence au Canada, les communications, le CRTC. Tous ces éléments-là sont en dessous, si on veut, du comité de l'industrie. Comité qui, en passant, on vient de commencer l'étude cette semaine de C27. C'est un projet de loi très important. D'ailleurs, on dit que c'est un des projets de loi le plus costaud jamais déposé au Canada sur la loi sur la vie privée des gens, en termes de communication, les autorisations qu'on donne pour aller sur les réseaux sociaux, par exemple, et aussi pour l'intelligence artificielle qui fait partie de nos vies maintenant. Effectivement, et la gestion de la vie privée, des informations privées, c'est très d'actualité. C'est important de protéger les citoyens. Donc, c'est deux très bons comités. D'ailleurs, j'adore. Puis c'est un travail très, très important qu'on fait à Ottawa. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais les lois, ils ne sont pas juste passés avec le claquet de doigts. Il y a un travail très important qui se fait avant et pendant et même après pour l'application. Également, je voudrais souligner, justement, tu parlais brièvement du projet de loi C13, le projet de refonte des langues officielles. Tu as travaillé avec notre collègue Joël Godin, qui est du Québec également. Absolument. À vraiment faire des amendements, à s'assurer que la loi soit meilleure pour protéger le français au Québec, évidemment, et partout au Canada. On n'a pas réussi à passer tous les amendements qu'on a proposés, dont celle d'avoir un chef ou un pilote dans l'avion. Où, j'avais dit ça, j'ai fait une phrase qui est devenue célèbre. Là. Donc, de faire en sorte que le Conseil du Trésor soit le responsable unique. En tout cas, bon, ça n'a pas passé, mais c'est pas grave. On va surveiller l'évolution de la loi. Mais ce qu'on doit retenir, ce que les gens doivent retenir, c'est que les députés conservateurs du Québec font énormément d'efforts pour soutenir le français. Le français partout au Canada, partout, toi, au comité avec Joël. Maintenant, parlons un peu de ta circonscription de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. La plus belle au Canada. Après, Chambord-Saint-Charles. Mais honnêtement, c'est très beau dans ton coin, effectivement. Puis, une autre circonscription assez long à dire et difficile à retenir pour la plupart des gens, mais superbe région. Parle-nous un peu justement, combien il y a de municipalités que tu dois couvrir comme député fédéral? Écoute, Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup est une circonscription avec 4 MRC. Il y en a 2 dans deux MRC dans le Chaudière-Appalaches et 2 MRC dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, deux territoires québécois, je dirais, différents. Mais j'ai 58 municipalités. D'ailleurs, je suis dans le top 2 ou top 3 des comtés au Canada où il y a le plus de municipalités. Et dans ma nouvelle circonscription, après avril 2024, j'aurai 79 municipalités sur un territoire de 12 000 km². Actuellement, il est de 7 500 km². Et l'ensemble du territoire est occupé. C'est ça qui est beau dans les territoires qu'on a, c'est qu'il y a du monde partout. Alors, c'est pas comme il y a du bois pendant 200 km, après ça, il y a une autre communauté. Il y a du monde vraiment partout. Écoute, moi, j'ai la réputation maintenant, après toutes ces années, d'être extrêmement présent dans mon comté. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis un amateur de photos, donc je fais beaucoup de photos dans mon comté, et puis je le mets en valeur. Et on a fait des tournées. On a mis en place des tournées pendant de nombreuses années. Là, on a arrêté à cause de la COVID, puis on va recommencer éventuellement. Mais tournée agricole, tournée entrepreneuriale, tournée environnementale, etc. Donc, pour mettre en valeur, non pas le député, mais moi, me servant de mon exposition, si on veut, pour mettre en valeur les gens de mon comté. Les gens ont énormément apprécié. On fait des cliniques de passeport. On en a 2 bientôt qui s'en viennent. Donc, ça aussi, c'est un service à la population qu'on trouve très important de faire en tant que député. Et ça, souvent, tu parles du nombre de municipalités que tu as à
à côtoyer. Oui. Donc, c'est autant de municipalités, autant de maires à tout ça. Donc, c'est énorme comme territoire. Et le kilométrage que tu dois faire pour aller dans chacune des municipalités, les déplacements que tu dois faire, souvent, les gens qui vivent dans les grandes villes comme Montréal, Québec, c'est comme pour moi, je vais à Québec 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre, j'ai fait le tour de mon comté. Mais toi, tu as une réalité totalement différente. C'est énormément de travail, de temps aussi que ça prend pour se déplacer. Juste pour te donner un exemple, j'ai fait, il y a à peu près 3 semaines, 600 km dans mon comté dans une journée. Ah, c'est ça. Alors, c'est d'aller à Montréal, aller-retour, c'est essentiellement. Dans ton comté. Mais c'est pour ça que tu n'as pas le temps de faire de voyage international. Non. Ça va peut-être même te prendre un hélicoptère si tu veux faire le tour. Mais alors, avec l'autre prochain comté, ça va peut-être prendre un hélicoptère, effectivement. Dans nos comtés, Bernard, on a à s'occuper des citoyens. On a des gens qui viennent à nos bureaux presque quotidiennement pour des problèmes avec les services fédéraux, que ce soit avec les passeports, comme on a vécu l'année passée, des problèmes incroyables, le Revenu Canada et l'immigration. Moi, chez nous à Québec, j'ai beaucoup de cas d'immigration, toi aussi dans les régions. Il y a des gens qui vont voir pour l'assurance chômage. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'un cas particulier? On en a des centaines depuis qu'on est député là, de cas, mais tu as un cas particulier, je pense que tu aimerais nous parler, que tu as réussi à régler après beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts de toi et ton équipe. Écoute, on a combien de temps pour en parler de ça? Essentiellement, je pourrais dire, en fin de semaine dernière, je suis allé à une activité où j'ai une dame qui m'a approché et m'a dit, Monsieur Généreux, est-ce que vous permettez que je vous explique quelque chose? J'ai dit, bien, certainement. Elle dit, je suis iranienne. Et je suis à Rivière-du-Loup depuis 5 ans. Mais mes problèmes d'immigration étaient à l'effet que bientôt, j'étais pour être expulsé parce que mes papiers d'immigration n'étaient pas en règle. Et cette dame-là m'a dit que Mme Franqueur, ma directrice régionale, a travaillé pendant 2 ans à tous les semaines, questionner les gens de l'immigration pour voir où est-ce qu'elle était, soit rendu dans son dossier. Puis finalement, elle a eu la citoyenneté canadienne. Elle est maintenant en règle au Canada. Ça, des dossiers comme ça, Pierre, on en règle à tous les jours. C'est absolument incroyable. Il y a 1 200 000 ou 500 000 personnes qui sont en attente de réponse, comme cette dame-là au Canada actuellement. C'est complètement fou. On passe une grande partie de notre temps à régler les problèmes d'immigration dans nos comtés, même dans nos régions. Les entreprises ont besoin de travailleurs étrangers maintenant parce qu'on n'a pas assez de monde. Les entreprises sont en croissance, ça nous prend des travailleurs. Donc, il y a beaucoup de boucles. Mais je pourrais t'en donner des exemples. Écoute, j'en aurais des centaines. Heureusement, tu es là avec ton équipe pour aider ces gens-là qui ont besoin, mais en même temps, c'est triste de voir que les services gouvernementaux fédéraux ont beaucoup de problèmes. On n'a jamais été aussi mal servi au Canada qu'on l'est actuellement. Ça fait partie des choses qu'on réglera. Mais permets-moi de dire que j'ai la meilleure... En fait, on communique évidemment par Messenger, en groupe. Là, tu vas faire ça dans ton bureau aussi. Donc, le thème de notre groupe, c'est la meilleure équipe au Canada. Alors, je peux te dire que moi, je considère que j'ai la meilleure équipe au Canada pour répondre à tous les besoins des gens dans mon côté. C'est bon. Pour terminer, Bernard, j'aimerais que tu nous parles, en dehors de la politique, en dehors de ton travail de politicien, c'est quoi les passions? Qu'est-ce qui t'anime? Je sais que tu fais de la photo, on voit souvent sur ton Facebook des photos là, du fleuve. Ça, c'est drôle parce que c'est une passion que je me suis développée durant un peu la COVID, finalement, parce que j'étais chez nous à tous les jours, puis je travaillais à distance, évidemment, comme tout le monde. La chambre des communes était fermée. Et là, je voyais je me dis, je vais partager ça, finalement. Mais je me suis découvert, effectivement, une passion pour la photo, mais je suis plus un sportif extrême. En tout cas, j'ai fait du ski alpin, je fais encore du ski nautique. Ma dernière fois en ski, je m'en rappelle encore, en ski nautique, là, en tout cas, mais je me suis blessé à toutes sortes de raisons, puis toutes sortes de choses, mais j'ai fait beaucoup de planche à voile à l'époque. Donc, maintenant, je demeure sur le bord du fleuve et j'ai ce souvenir de toutes ces années où j'ai fait de la planche à voile sur le fleuve Saint-Laurent. Écoute, je suis extrêmement choyé dans la vie de pouvoir être là. J'ai un chalet aussi qui me permet d'aller sortir de mon... Je vais à la chasse. Écoute, j'ai plusieurs sports, plusieurs activités que j'aime beaucoup faire. La chasse, je vais à la chasse à l'île aux Grues à chaque année. L'île aux Grues qui est dans mon comté, qui est une île absolument phénoménale. C'est incroyable. C'est un endroit là, magnifique, en plein milieu du fleuve. Écoute, le matin... Juste, ferme tes yeux puis écoute ça. Là, le matin, de 5 heures le matin, se lever à la levée du soleil, à la rosée dans les champs, puis quand tu es couché à terre pour attendre les oies et les outardes, c'est des moments magiques qu'on n'oublie jamais quand on va à la chasse. Pour dire, on va pas là pour tuer nécessairement, on va là pour justement apprécier le magnifique pays dans lequel on vit, les régions dans lesquelles on vit. Bernard, merci. Merci, Pierre. Mon premier. Merci beaucoup. Merci. Cela conclut notre premier épisode. Merci encore, Bernard, et à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. À la prochaine, à la Zone Bleue.